Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Tout est tourné vers, concrètement, quelle est mon utilité, comment je vais changer la vie des gens au quotidien avec mon produit, et comment je mesure ça de façon hyper précise. Aujourd'hui, je cause avec Bettina Riveron, Social Impact Lead chez Doctolib. J'avais vraiment envie de vous partager cet épisode pour finir la saison de Business Positif en 2022. Voyez-le comme un hors-série dans lequel on discute moins marketing et plus métier de l'impact et ses imbrications dans tous les départements d'une scale-up de 2300 personnes. Bettina a rejoint Doctolib en septembre 2021 avec cette volonté d'être au plus proche du terrain, des collaborateurs et de la mission. Avec son équipe, ils ont défini les grands thèmes de l'impact de Doctolib, à savoir l'accessibilité produit, le développement durable, la diversité, l'inclusion et l'équité, ou encore la mesure d'impact. Comment faire en sorte que nos produits, notre app, la téléconsultation soient accessibles à des personnes malentendantes, malvoyantes, etc., etc. On parle particulièrement de l'accessibilité produit dans cette discussion parce que c'est un sujet qui est essentiel pour le secteur de la santé. Mais on parle aussi plus largement du métier de Social Impact Lead ou encore Chief Impact Officer parce que c'est un tout nouveau métier que vous connaissez sans doute et qui a plein de choses à défricher sur le terrain des entreprises. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange. Salut Bettina. Salut Mélodie. Trop contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de ton métier qui est un nouveau métier de Social Impact Lead. Exactement. Moi aussi, je suis très contente d'être avec toi. Je te propose qu'on enchaîne, qu'on se lance directement parce que j'ai plein de questions à te poser sur ce hors-série de Business Positif. Et déjà, j'aimerais savoir un peu plus de choses sur toi, sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à travailler chez Doctolib et puis à t'emparer de ce sujet de l'impact. Oui, pas de problème. Alors, mon parcours, en gros, je suis partie, moi, initialement des relations internationales. C'est là-dedans que j'ai été diplômée, c'était mon sujet d'intérêt au début. Donc, mes premières expériences, c'était plutôt dans la coopération internationale, à l'UNESCO, en ambassade, ce genre de choses. Et puis, grosso modo, je pense que quand j'ai commencé, après avoir fini mes études, j'étais un peu convaincue que pour avoir de l'impact, il fallait travailler soit dans des assos, soit dans l'institutionnel, disons au sens large. Et c'est un peu au fil de l'eau, à la fois parce que je pense que la culture de travail dans ces milieux-là me convenait pas tout à fait, et ensuite parce qu'il y avait une prise de conscience un peu globale du fait que, évidemment, les entreprises avaient un rôle hyper important à jouer sur des sujets de développement durable, d'inclusion, etc., que je me suis dirigée vers des métiers de conseil. Et donc, j'ai fait du conseil pendant quelques années sur ces sujets d'engagement sociétal des entreprises. Et je suis arrivée chez Doctolib en septembre dernier. Donc, c'est encore une prise de poste assez récente. Oui, c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Et effectivement, il y a une vague de création de titres qui ont fleuri autour de Chief Impact Officer, Social Impact Lead, Impact responsable impact, etc. Oui, exactement. Et donc du coup, voilà, on va en parler aujourd'hui pour savoir un peu, en tout cas sur Social Impact Lead, qu'est-ce qu'on met derrière, ce que ça veut dire, et puis dans une entreprise comme Doctolib. Je veux bien juste que tu nous dises un peu, ça consistait en quoi. Enfin, déjà, comment t'as fait ce passage des institutions au conseil, et puis ça consistait en quoi de faire du conseil? Alors, le passage s'est fait assez naturellement. Enfin, j'ai pas de souvenir de blocage particulier. Du conseil, en gros, il y avait plusieurs aspects. C'était soit du conseil aux entreprises sur des projets de philanthropie, soit sur des sujets de plaidoyer, donc un peu de communication, comment prendre sa part de voix, disons, dans le débat public sur un sujet sociétal, soit des sujets de RSE un petit peu plus classiques, soit des sujets d'engagement des salariés sur des sujets de mission, de sens, de raison d'être, etc. Enfin, c'était assez varié, disons. Ok. Et c'était pour des entreprises qui étaient plutôt des grandes entreprises, a priori? Oui, il y avait un peu de tout. J'ai travaillé pour Lancôme pendant un moment sur le groupe L'Oréal, sur un projet de philanthropie lié à la lutte contre l'illettrisme. Je travaillais aussi avec Kickstarter, qui est donc voilà, que tout le monde connaît, cette entreprise américaine sur d'autres sujets, mais donc qui n'a rien à voir en termes de taille. Donc c'était assez varié. On travaillait aussi avec des acteurs publics, ministériels, voilà, ça dépendait.
Ok, hyper intéressant. Et du coup, pourquoi Doctolib à un moment donné? Pourquoi te lancer dans ce défi-là? Alors, j'étais tentée de toute façon de faire ce métier-là de l'intérieur, de rentrer dans les coulisses un petit peu de ce métier. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, disons. Et pourquoi Doctolib m'a plu? Bon, évidemment, d'abord le sujet. Disons que, en plus, j'ai commencé il y a 1 an. Bon, la santé, ça fait un petit moment que c'est, disons, l'actualité chaude avec de gros enjeux sur le rôle du privé, enfin, de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour pallier un peu aux défis actuels, pour faire des grandes phrases un peu conceptuelles. Euh, Oui, mais mais qu'on comprend très bien. voilà. Donc le sujet me passionnait évidemment. Je pense que la taille de l'entreprise me plaisait parce que c'était pas une très grosse boîte et en même temps c'était pas une toute petite start-up, c'est ce qu'on appelle une scale-up. Et j'ai senti, et ça s'est avéré d'ailleurs, on sent qu'on est à un moment un peu charnière, un peu un tournant, où on n'est pas encore trop gros et en même temps on croit à une vitesse folle. Et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le fait de cranter des choses, de prendre des engagements forts et de l'installer dans la durée. Et je trouve que le faire dans un environnement comme Doctolib, qui est, disons, très attaché à sa mission initiale d'accès aux soins, de faciliter l'accès de tous à la santé, etc. C'était un lieu privilégié pour observer ce genre d'évolution des entreprises vers ces thématiques-là, quoi. Oui, je comprends bien. Et d'ailleurs, il y a combien de personnes aujourd'hui chez Doctolib? Alors, on est 2300 en France, Italie, Allemagne, mais on recrute une centaine de personnes par mois. Ok, Donc ça va vite et ça change vite aussi. ça continue. Ah oui. Oui, on y va, tout droit. Et alors, du coup, toi, donc, tu as été recruté il y a 1 an pour être Social Impact Lead. Donc, Exactement. concrètement, c'est quoi ce travail? Est-ce que ça a été une création de poste? C'est quoi un peu ton environnement, ton équipe? Est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi? Est-ce que toi-même, tu as le Chief Impact Officer au-dessus de toi? J'en sais rien. C'est quoi un peu l'organisation de tout ça? L'organigramme. Alors, le rôle de Social Impact Lead, en gros, donc la particularité de mon poste chez Doctolib, c'est que j'arrive quand même dans une entreprise, je te disais à l'instant, pardon, qui est, disons, Impact Native. Donc mon rôle, c'est pas tellement un rôle de transformation qu'on peut voir dans d'autres entreprises qui se sont positionnées différemment. C'est plus un rôle, disons, d'amplification ou d'accélération de l'impact social de Doctolib sur le terrain. Donc c'est à la fois toucher à son produit, sa mission sur des sujets de santé, d'accès aux soins, d'accessibilité, etc. Et des sujets d'interne, donc comment faire de Doctolib un employeur responsable, un donneur d'ordre responsable. Enfin voilà, un peu dans toutes ces dimensions liées à la façon dont la boîte fonctionne, quoi, en gros. Et donc concrètement, c'était effectivement une création de poste. Moi, je suis rattachée aux ressources humaines, enfin, ce qu'on appelle people. Ah oui, ok. On parle en anglais, évidemment. Ouais. Mais c'est un poste très, très transversal. Un peu dans mon périmètre, les 4 grands thèmes, si tu veux, il y a beaucoup sur l'accessibilité produit, comment on fait en sorte que Doctolib soit accessible à des personnes en zone désertique, zone médicale déserte, à des personnes en situation de handicap, donc beaucoup sur l'accessibilité du produit. Un deuxième pôle, évidemment, sur le développement durable, qui est très important. Un troisième sujet sur la diversité, l'inclusion et l'équité. Grosso modo, quand on recrute 100 personnes par mois, comment on fait pour ne pas recruter que des clones, si je le fais un peu de façon caricaturale. Et un quatrième sujet un peu technique qui est sur la mesure d'impact, de notre impact sur le terrain. Et puis, en gros, la feuille de route pour rentrer dans le cadre de B Corp, entreprise à mission et d'autres grilles d'impact de l'écosystème, quoi. Donc c'est un peu ça les quatre trucs que je fais avancer. Évidemment, je le fais pas seul. J'ai une équipe assez réduite. On est on est 3 en tout. Mais l'objet, c'est plutôt la stratégie, c'était plutôt de monter des équipes au sein des différents métiers de Doctolib. Ouais. Donc je travaille main dans la main avec la finance, par exemple, sur le développement durable. Évidemment les RH, entre autres, sur les sujets de diversité, avec les affaires publiques, avec la communication autour aussi, parce qu'il y a un gros sujet de comment on utilise la marque et l'influence de Doctolib pour pousser des sujets de prévention, par exemple. Donc c'est un peu poser une feuille de route, poser des objectifs qui soient informés par, encore une fois, B Corp, les attentes des investisseurs, voilà, et définir des critères qu'on a envie de suivre ensemble. Et une fois qu'on a posé cette feuille de route,
orchestrer un peu les équipes autour de ces projets. Donc c'est vraiment cette mission transverse du responsable RSE, du directeur développement durable qu'on retrouve, qui va toucher à tous les pôles. Alors c'est marrant parce que du coup moi dans ce thème j'avais fait exprès de pas trop, d'ailleurs t'interroger avant, parce que pour moi du coup il y avait une grande dimension, alors que t'as dit évidemment, hein, mais sociale, alors qu'au final ça embrasse de ce que tu dis vraiment c'est l'équivalent du Chief Impact Officer au final. Oui, tout à fait. C'est à peu près les mêmes scopes. Ok, hyper intéressant. Donc c'est vraiment le terme qui a été choisi comme ça. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir choisi ce social impact? Plutôt que RSE, tu veux dire? Plutôt que RSE, plutôt que développement durable, plutôt que Chief Impact Officer qu'on retrouve beaucoup en scale-up ou start-up? Alors, social impact, RSE ou CSR a un peu été écarté. Je pense, à vrai dire, j'ai pas exactement l'historique. Je pense qu'il y a quand même un phénomène de mode, sans vouloir enlever de la sincérité de la démarche, mais voilà, c'est un peu dans l'air du temps de parler avec le terme d'impact. Mais par ailleurs, je trouve que, enfin, finalement, je trouve que ça reflète pas mal, disons, la philosophie ou l'approche qu'a Doctolib, qui est très tournée sur l'impact. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que tout chez Doctolib, surtout certainement parce que c'est une boîte d'ingénieurs et de gens très pragmatiques, disons, tout est tourné vers, concrètement, quelle est mon utilité, comment je vais changer la vie des gens au quotidien avec mon produit, et comment je mesure ça de façon hyper précise. Et si ça n'a pas d'utilité, ça n'existe pas. Il y a très peu d'idéologie, enfin, c'est très terre à terre, quoi. Et donc, ce terme-là d'impact, peut-être que ça a reflété ça aussi. Non, mais en effet, et la mesure d'impact d'ailleurs, du coup, entre bien en jeu parce que la mesure, enfin, vous mesurez plein de choses et donc l'impact en fait partie. Et du coup, Doctolib dans l'impact, c'est quoi concrètement? C'est quoi l'écosystème? Alors en plus, pour tout te dire, je travaille en ce moment sur un sujet santé, donc, enfin, sur 2 sujets santé. Donc, justement, tous les sujets dont on a parlé, déserts médicaux, renoncement aux soins, enfin, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui, c'est assez fou. Du coup, concrètement, Doctolib, on voit déjà l'apport incroyable du produit. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre et sur quoi toi tu agis concrètement ou sur quoi voilà tu vas interagir, ça fait quoi d'être Doctolib quand vous parlez? Est-ce que tu fais aussi un peu de lobbying ou de plaidoyer? Tu vois, c'est quoi un peu le cœur concrètement de tes journées, quoi? C'est-à-dire avec qui j'interagis, hein, c'est ça ta question? Plutôt avec qui sont les interlocuteurs. Ouais. Qui sont les interlocuteurs et puis sur quoi tu vas travailler parce qu'il y a plein de sujets dans la santé. J'en ai énoncé quelques-uns. Il y a plein de grandes problématiques aujourd'hui. Donc sur quoi Doctolib se concentre aussi pour faire avancer les choses? Ouais. Alors sur ce qu'on fait concrètement, si on s'en tient vraiment au sujet de santé, sans parler de tout ce qu'on fait en interne sur vraiment le périmètre de l'entreprise pure interne. C'est un peu ce que je te disais juste avant, beaucoup de réflexions sur l'accessibilité du produit. Donc concrètement, Doctolib étant une entreprise de e-santé, le Covid arrivant par là, le succès de cette entreprise fait qu'on a accéléré l'usage du numérique en santé. Ce qui est formidable parce que ça a plein d'aspects positifs. Ça fait qu'on réduit les délais d'attente, qu'on offre, grâce à la technologie, de l'accès à des médecins auxquels on n'avait pas forcément accès, etc. Sauf que ça crée aussi un problème un peu, une espèce d'effet rebond où ceux qui sont exclus du numérique sont encore plus exclus qu'avant. Et donc Doctolib a une responsabilité là-dedans pour pallier un peu à cet effet-là. Et donc on se lance, mais de façon encore assez humble, dans des cycles de formation dans lesquels on s'associe avec les mairies, les CCAS, l'action sociale des mairies, pour former ceux qui sont éloignés du numérique ou en situation d'électronisme. Ça, par exemple, c'est un sujet qu'on traite. Ok, génial. L'autre sujet sur l'accessibilité, c'est le handicap, qui est un vrai sujet aussi d'accessibilité digitale. Là, c'est très technique, très tech. Donc, comment faire en sorte que nos produits, notre app, la téléconsultation soient accessibles à des personnes malentendantes, malvoyantes, etc., etc. Un autre sujet qu'on fait, on va lancer bientôt un projet pour utiliser la donnée qu'on récolte sur le terrain, sur l'accès aux soins, et voir comment cette donnée peut servir le grand public, le monde universitaire, les associations, etc. Donc ça, c'est un peu dans les cartons, disons. Voilà, ça fait un peu partie des projets sur lesquels on travaille. Ouais, hyper intéressant. Vous utilisez vous êtes une boîte tech et donc du coup tout par delà dans tous les cas. Donc vous arrivez vraiment à faire le lien entre votre impact et concrètement cet aspect très 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 tech. Et niveau communication, ça se passe comment? Du coup,
tu t'y prends et avec les collaborateurs et avec les parties prenantes. Tu as cité aussi les investisseurs, donc qui font partie des parties prenantes évidemment de Doctolib, avec les médecins. Voilà, comment tu communiques sur tout ça? Ou j'imagine qu'il y a le directeur de la communication avec qui tu travailles. Comment ça se passe? J'ai deux interlocuteurs, je pense que dans n'importe quelle boîte, directrice de la communication externe et interne, qui sont deux personnes différentes, avec des enjeux assez différents. Externe, on y va un peu doucement, en tout cas sur mon périmètre. Évidemment, communiquer sur l'impact de Doctolib, ça va bien au-delà de mon périmètre, parce qu'encore une fois, on communique sur comment Doctolib transforme l'accès aux soins, et ça va bien au-delà de la question du CSR, en gros. Mais sur mes sujets, étant donné que on est encore assez, on débute sur certains thèmes, on y va plutôt humblement sur la communication externe. On préfère avancer, avoir des résultats avant de sortir du bois, en gros. Communication interne, il y a évidemment un appétit fort pour ces sujets-là. On est une boîte très jeune, la moyenne d'âge c'est 30 ou 31 ans. C'est des demandes qui remontent énormément à chaque fois qu'on sonde, à chaque fois qu'on discute avec les salariés, c'est des sujets un peu chauds sur lesquels on est très attendu. Donc on communique régulièrement avec tout un tas d'outils internes. Je vais pas te raconter parce que ce serait très embêtant. Mais et quand tu dis que les salariés ils sont en attente, ils sont en attente de quoi? Est-ce que d'ailleurs c'est plus l'aspect développement durable? Enfin, excuse-moi, je te donne ma pensée, c'est que justement le sujet santé, souvent c'est un peu un sujet à côté. Alors il y a eu la crise sanitaire évidemment, mais quand on parle de RSE ou développement durable, tout de suite on pense plus à l'aspect écologie, impact carbone, tout ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, réchauffement climatique, etc. Et donc du coup la santé, les déserts médicaux, etc. Ça peut peut-être paraître un petit peu éloigné du grand sujet d'aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fera en 2050. Donc, est-ce que les collaborateurs, au final, ils font quand même bien ce lien impact santé et c'est un vrai truc pour eux quand ils rejoignent Doctolib, ou au final, est-ce que c'est aussi de la pédagogie que toi, tu dois faire pour leur montrer en fait l'impact et le sujet de la santé comme étant un vrai sujet aujourd'hui, quoi? Alors, évidemment, ils sont quand même très, très, très sensibles au sujet de la santé et à la mission que Doctolib s'est fixée dans ce domaine-là. Et donc, on est très animés autour de cette raison d'être, entre guillemets, ou de cette mission originelle. Après, on avait fait un sondage à mon arrivée, justement pour prendre un peu le pouls de ce qui faisait vibrer les gens chez Doctolib, quels étaient un peu les sujets de cœur. Et effectivement, le développement durable était arrivé en premier, ce qui, moi, m'a un petit peu étonnée, parce que Doctolib, pour une entreprise comme Doctolib, dont l'impact environnemental est évidemment important, notamment sur les sujets du numérique, mais on n'est pas non plus une industrie ou voilà. Donc, spontanément, je m'étais dit que les sujets de santé, par exemple, allaient ressortir beaucoup plus fort, et pas du tout. C'était environnement et ensuite les sujets d'inclusion. Ok, oui, donc c'est bien ça. Et du coup, comment tu fais? Toi, tu essayes de les remettre un peu sur le devant de la scène dans les communications auprès des collaborateurs? Oui. Alors après, évidemment, on a pris ces enjeux-là en compte, disons cette priorisation-là en compte dans la feuille de route, mais pas que, parce que voilà, l'opinion, disons, des salariés est un critère parmi d'autres qu'on se doit de suivre. Mais par ailleurs, chez Doctolib, on a, disons, une écoute assez fine des attentes des salariés. On utilise un outil qui s'appelle Picon, qui permet de sonder, je crois que c'est tous les 15 jours, on nous demande de remplir un questionnaire sur comment on se sent. Est-ce que on se sent inclus? Est-ce qu'on se sent écouté? Est-ce qu'on se sent à sa place? Est-ce que tout, etc., vraiment pour avoir la température du bien-être et de la qualité de travail chez Doctolib. Et donc, on a inclus de plus en plus de questions sur les sujets de social impact et notamment sur les sujets d'inclusion et d'équité, etc., etc. Donc, on prend le pouls de ces sujets-là très, très régulièrement. Ok, pour pouvoir aussi voir comment ça évolue. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un ou deux exemples? Alors, en même temps, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que vous attendez pour sortir du bois. D'avoir plus de choses aussi en main à raconter. Mais est-ce que tu aurais comme ça peut-être des exemples de communication que vous avez réfléchi ensemble avec les autres personnes, avec tes interlocuteurs, peut-être plus en interne, par exemple, pour créer plus d'engagement, tu vois, au-delà de cet outil dont tu parles, pour justement recueillir les impressions et les ressentis des collaborateurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place pour les sensibiliser autour des sujets d'impact de Doctolib?
Alors déjà, les équipes que je monte dans les différents business, je suis désolée, je mets du temps à accoucher de ma parole parce qu'il y a des mots qui me viennent en anglais, j'essaie de les traduire en français, c'est très dur. Mais en gros, on a monté des espèces de task force, donc c'est intraduisible, sur chacun des sujets que j'ai dit, développement durable, diversité, etc. Et on fait vivre ces task force un peu comme des communautés d'intérêt en leur donnant des contenus inspirants, en les invitant à aller participer à des réunions, etc. Donc c'est un peu des premières communautés où les gens peuvent se greffer et en apprendre plus sur les sujets, aller chercher, aller se nourrir ailleurs, disons. Okay. Et puis par ailleurs, enfin c'est pas extrêmement innovant, mais on a évidemment l'idée de faire de plus en plus d'événements annuels, un grand événement annuel sur les sujets d'impact social pour sensibiliser et un peu valoriser les initiatives en interne. Je sais pas si on l'appellera Social Impact Week ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça, disons. Et ensuite, l'idée, c'est plutôt d'infiltrer les canaux de communication actuels. On a par exemple régulièrement des conférences en ligne où on fait intervenir le COMEX ou enfin d'autres événements de type comme ça et d'infiltrer un petit peu à chaque fois avec des éléments dits d'impact ou d'inspiration autour des sujets d'impact pour pas justement qu'il y ait un seul Big Bang dans l'année et qu'après le sujet disparaisse, mais au contraire, voilà, infuser tout au long de l'année en permanence pour créer une culture et des références communes autour de ce sujet, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est intégrer la culture, transformer un peu de cette manière-là. Ok, hyper intéressant. Écoute, on a fait, je pense, pas mal le tour déjà de ce métier que tu as. Je veux bien savoir s'il y a des personnes, des entreprises qui t'inspirent quand tu t'es emparé comme ça chez Doctolib de ce sujet-là. Est-ce que tu suivais déjà des gens? Beaucoup. Et d'ailleurs, en arrivant, j'ai fait l'exercice un petit peu je me suis beaucoup appuyée en fait sur disons des pairs, des gens qui, comme moi, dans des entreprises de taille et de secteurs plus ou moins proches, donc plutôt, disons, scale-up européenne, grosso modo. Je les ai contactés sur LinkedIn, j'ai monté des calls avec eux pour m'inspirer, en fait, pour avoir un peu les coulisses une espèce de retour hyper concret pour sortir de la théorie et surtout pour ne pas faire l'erreur d'appliquer des méthodes que souvent les boîtes font un petit peu pour cocher des cases. Un peu des méthodes toutes faites voilà. Et puis on se pose même plus la question de savoir si c'est efficace ou pas. Donc j'avais vraiment envie de prendre point par point, sujet par sujet pour concrètement savoir quel avait été l'impact, quels étaient les risques à éviter, etc. Donc vraiment une analyse de terrain qui m'a beaucoup aidée. Et donc, dans les entreprises que j'avais sondées, il y avait d'autres licornes, type Back Market, Vestiaire Collective, etc. en France, Le Bon Coin aussi. Et à l'étranger, Spotify, Netflix, qui sont des super exemples, je trouve, qui sont assez avancés sur certains thèmes. Enfin voilà, ce genre de boîtes qui sont intéressantes à suivre pour moi. Et qui ont joué le jeu, du coup, de te partager. Oui. Il y en a dans tout ce tour un peu. Je me rappelle même plus, mais il y en a une qui avait un petit peu frileuse, un peu voilà. Mais sinon non. Sinon les gens sont plutôt dans une démarche d'ouverture. Et j'allais dire, et moi quand on me sollicite d'ailleurs, je le fais vraiment avec plaisir parce que je trouve on a plutôt à gagner à partager les bonnes pratiques qu'à les garder pour soi, que ça n'a pas grand intérêt. Non, mais c'était exactement là-dessus que je rebondissais, c'est que vous défrichez tous, comme on disait, c'est des jobs qui, en tout cas chez les scale-up, qui se lancent aussi et dans un contexte tellement particulier que c'est clair qu'il y a peu d'intérêt, j'ai l'impression, à ne pas partager, quoi. Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil pour justement toute personne soit toute entreprise qui serait en train de mettre en place ce type de département, de fonction, ou toute personne qui aurait envie de rejoindre une scale-up pour ce type de mission? Un conseil, je pense que c'est important d'avoir une approche assez généraliste et de s'intéresser à tous les aspects de l'entreprise, pardon. Parce que comme on le disait, on l'a dit tout au fil de la conversation, c'est une mission qui est hyper transversale. Et donc, pour réussir, il faut vraiment au maximum aligner les projets de social impact avec les priorités de chacune des équipes et donc un peu être dans un exercice d'empathie et de comprendre pourquoi c'est important pour les affaires publiques, par exemple, pourquoi c'est important pour la finance, pourquoi c'est important pour la com. Et donc, avoir une approche assez, encore une fois, pragmatique et se mettre dans leurs chaussures et de faire coïncider ça avec des objectifs d'impact social. Donc, en fait, il faut une vraie curiosité
de ces métiers-là et de la stratégie globale de l'entreprise pour être sûr qu'on va avoir un impact durable et pas de faire quelque chose qui tombe à côté, en fait. Bien sûr. Si c'est pas totalement intégré à la fois dans la culture, dans les priorités, dans les façons de penser, bah, ça tiendra pas, c'est sûr. Oui, et en plus, on risque de se retrouver très vite un peu seul, non? Exactement. Peu seul contre tous. Ce qui est pas drôle. Et ben écoute, il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu aurais une inspiration autre? Alors, je te demandais les personnes ou entreprises qui t'inspiraient tout à l'heure. Ouais. Là, c'est plutôt, tu vois, une conférence, une opération, un livre, un podcast, quelque chose qui t'a aussi aidé ou accompagné, tu vois, dans ta mission. Alors, encore une fois, c'est très pragmatique. J'ai l'impression de donner des trucs très très concrets, mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les channels. J'imagine que tu connais Slack. Il y a beaucoup de Slack channels organisés par des communautés d'impact, Impact at Work. Je crois que France Digital en a une aussi. Enfin voilà, des trucs de professionnels, d'échanges entre professionnels, où on échange des conseils hyper pragmatiques, hyper clairs sur des partenaires à suivre, sur des moyens de mesure, sur de l'actualité réglementaire, etc., etc. Donc il y a plus fun en termes d'inspiration. Hein, je vais pas te mentir, mais en tout cas c'est une ressource hyper riche. Il y a beaucoup de conférences. Enfin c'est un peu les bruits de couloir, disons, des métiers d'impact, et c'est très 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 utile. Carrément. Non, mais je le partage complètement. Et ben, si t'en as d'autres, je les mettrai dans l'article qui accompagnera l'épisode. Tu vois, si t'en as quelques-uns à conseiller, on pourra même compléter. Et écoute, dans les personnes du coup que tu as citées, est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais pour justement parler de tout ça, de ces métiers et de comment s'en emparer aujourd'hui dans des entreprises comme Docto? Alors moi, la personne, parce que tu m'as envoyé cette question, je dévoile des secrets de production, mais tu m'avais posé la question de personnes qui m'inspiraient. J'avais plutôt pensé à quelqu'un d'autre, pas forcément dans ces métiers-là. Je pense à une fille qui s'appelle Marine Mandrilla, qui a créé une association, enfin un projet qui s'appelle Refugee Food. À la base, c'était le Refugee Food Festival, et qui en gros est une entreprise sociale qui permet de sensibiliser le grand public au sujet de l'intégration des réfugiés, et qui facilite l'intégration des réfugiés en France et dans d'autres pays d'ailleurs, via les métiers de la cuisine et de la gastronomie. Et il s'avère que je connais Marine personnellement, et que c'est une super fille, hyper inspirante, très très touchante aussi. Donc voilà, je pense que ce serait une très bonne invitée pour toi. Génial, et ben merci beaucoup. Je note, et en effet je connais mais de loin Refugee Food, donc avec plaisir. Et ben écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, un peu ce comment on dit, défrichement ensemble. Défrichage, vendu. Vendu, ok. De ce métier donc de Social Impact Lead, et puis ben belle continuation à toi, écoute, parce que ça a l'air d'être assez passionnant. C'est bien, on s'ennuie pas. Bien, ouais, c'est ça. Et puis hâte de voir du coup tout ça sortir quand vous vous sentirez prêt aussi à en parler, à montrer concrètement l'impact de Doctolib plutôt sur l'aspect externe. Ce sera très intéressant à suivre, j'en suis sûre. Merci de ton invitation, Mélodie. À bientôt, salut. À bientôt, au revoir. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite!